Tokyo Radio. Rudy Ricciotti. Tokyo Radio. Chers amis auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sur Tokyo Radio avec votre hôte Boris Pierre. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Rudy Ricciotti, architecte de métier. Si vous ne le connaissez pas encore, mais vous allez le découvrir très très vite. Rudy a eu l'excellente idée de m'inviter chez lui. Donc je suis un privilégié puisque je suis sur la presqu'île de Cassis, avec une vue sur la mer Méditerranée absolument incroyable. Rudy, merci beaucoup pour ton accueil. Je vous en prie, c'est avec plaisir, c'est vous qui vous déplacez. Pour votre accueil, pardon. Cette vue sur la Méditerranée, qu'est-ce que ça t'inspire ? D'abord, évidemment, ce serait un peu court de parler d'émotions. Elle m'inspire surtout une très grande paranoïa, une très grande anxiété. Je me situe à l'extrémité du pays, à l'extrême sud, dos à la mer. En regardant la France et en me disant que je ne peux plus reculer davantage. Et cette dualité produit une schizophrénie du regard et de la pensée, inévitablement. Et cette chance extraordinaire, mais qui est aussi une difficulté existentielle, d'avoir toujours vécu au bord de la mer. Je suis né à Alger, et puis j'ai vécu en Camargue, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, entre un canal et un étang, avec une enfance solitaire. Donc vous imaginez ce que ça veut dire. En plus, j'étais l'aîné de la famille, donc je ramassais des crabes, je ramassais des moules, je pêchais. J'ai eu une enfance, on peut dire rurale, aquatique. Voilà, avec un regard interrogatif sur d'abord ce canal où je voyais passer des cargos. J'avais un Kodak, un appareil qu'on m'avait offert, un camp de jeunesse. J'avais gagné un concours, on m'avait offert un Kodak qui se prenait vu de dessus, des années 60. Je prenais des photos des cargos qui venaient, et puis je pêchais dans le canal. L'après-midi, j'allais dans l'étang, j'avais un petit truc pneumatique qui faisait 1,50 m de longueur. Et je marchais dans l'étang sans aucun repère, mais je savais exactement, puisque l'étang était bien horizontal, j'avais de l'eau à mi-cuisse, et je savais exactement à 10 ans où étaient les crabes, par exemple. C'est incroyable. J'allais direct à un endroit, en marchant 200 mètres, là, je trouvais des crabes. À un autre endroit, je trouvais des moules. Et à un autre endroit, je trouvais des clovis, des palourdes. Cette jeunesse-là, dans l'insularité, ne m'a pas amené de bonheur particulier. En même temps, je ne vais pas me plaindre par rapport à d'autres enfants qui naissent en milieu urbain, dans les cités, etc. Faut pas... Mais il a surtout développé chez moi une anxiété. Cette solitude a développé chez moi une anxiété existentielle, avec des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Et puis surtout, l'insularité sociale. Coupé des autres, coupé du monde. Je me levais l'été, mon père partait au chantier, à 8h du matin, j'allais dans l'eau. À midi, je rentrais, je mangeais à table avec mon père, ma mère, mes frères et sœurs, dans un silence. Et puis à 1h, mon père repartait, je retournais à l'étang ou sur la digue, en évitant de m'interroger. À cet âge-là, on n'a pas de culture de situation, mais on a des intuitions. Ces intuitions, ce sont celles de cette Méditerranée, puisque vous avez bien voulu me questionner dessus, que j'ai de suite appréhendé avec beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. Vraiment beaucoup de peur. Et je n'ai jamais eu de sympathie pour elle.
Je suis donc un Méditerranéen qui n'a pas de sympathie pour la Méditerranée, parce qu'elle parle de dangers extrêmes. Quand j'étais adolescent, j'ai des amis qui ont disparu par noyade. Et donc, très tôt, j'ai compris que cette Méditerranée était inamicale. On ne peut pas lui enlever, néanmoins, les potentialités émotionnelles, ou en tous les cas historiques, qu'elle véhicule. Cette Méditerranée, entourée d'une quinzaine de nationalités différentes, d'une douzaine de langues différentes, et toutes ces nationalités qui peuvent pas s'épiffrer entre elles, m'ont amené très vite à constater que la Méditerranée est une mer de fous entourée de cinglés. Je me suis demandé comment cette mer, idéalisée par des poètes, des auteurs dans la tradition littéraire, notamment du 19e, mais même aussi dans l'Antiquité, cette Méditerranée a-t-elle pu déclencher autant de chocs civilisationnels et autant de migrations dans le sens est-ouest? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de réponse, mais je peux vous dire que quand je suis en mer ou dans l'eau, je nage avec anxiété. Je n'ai pas confiance. Mais vous y allez quand même. Mais j'y vais quand même, mais j'ai ce sentiment qu'elle complote. Qu'elle complote dans mon dos. Et là, vous allez dire, mais vous êtes un vrai paranoïaque, faites-vous soigner. Je la regarde avec méfiance, je l'écoute avec attention, et je finis, depuis que je suis enfant, par avoir imaginé les mots qu'elle construit en face de moi ou dans mon dos. Donc vous allez dire, mais Rudy, faites-vous soigner, faites un traitement médical, allez voir un psy. Non, j'ai pas besoin de voir un psy d'abord parce que je suis architecte. Et lorsqu'on est architecte, on prend tellement de coups et de châtaignes qu'on sait exactement ce qu'on vaut. Et on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Et cet accompagnement de la Méditerranée qui est dans notre dos au moment où on se parle, et d'ailleurs vous l'avez vous-même sous les yeux, puisque Moi, je l'ai en face de moi. Ouais. vous avez vous-même voulu situer où nous étions, elle est là, vous voyez bien qu'elle complote, même par les reflets de lumière. Ça fait 20 ans que j'habite ici, ça fait 20 ans que je vois des reflets différents, des couleurs différentes, j'ai une observation qui mute. Le paysage mute plutôt. En tous les cas, le regard que je porte sur elle, à force de générer des sentiments différents. Tiens, c'est marrant, regardez l'oiseau qui arrive là. Hop, il s'est envolé. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. C'était, je pense que c'était un rouge-gorge, figurez-vous. Ah, waouh. Ouais. Parce qu'il avait le plastron rouge. Ouais. Mais je suis pas sûr, je trouve un peu gros pour un rouge-gorge. Quoi dire de plus? Après, je vais pas vous ennuyer pendant des heures à parler de la Méditerranée. On est tous un peu concernés par la Méditerranée. Oui, mais bien sûr. Mais j'ai lu Fernand Braudel, j'ai lu beaucoup d'auteurs là-dessus, et je trouve que on finit tous ensemble par s'effondrer dans cette béance métaphysique, parce que c'est un horizon métaphysique, et c'est un piège. Aucun auteur ne résiste au gouffre méditerranéen. Quand je dis gouffre, c'est gouffre sémantique. Gouffre, même dans le vocabulaire. Si on analyse bien les mots qu'appelle la Méditerranée, c'est sans fin. C'est sans fin, et vous êtes bien obligé au bout d'un moment d'imaginer qu'elle complote même contre les vocabulaires. Déjà, les peuples méditerranéens complotent tous les uns contre les autres. Il y a des conflits entre le Maroc
et l'Algérie, entre l'Algérie et la Tunisie, entre la Tunisie et ainsi de suite, lorsqu'on fait le tour de la Méditerranée. Et comme il y a une rupture cognitive entre les Français de Perpignan et les Marseillais, comme il y a une rupture cognitive entre les Marseillais, les Varois, et ainsi de suite jusqu'à Nice. Même les accents sont différents. Comment, sur un si petit territoire, cette mer de fous entourée de cinglés a-t-elle pu avoir cette générosité improbable de fabriquer tant d'accents, de mots différents. Et même, pas uniquement dans les langues officielles, je parle dans l'argot. Oui. L'argot, dans les accents. Il y a des mots, moi je découvre des mots du côté de Perpignan ou de Nîmes, qui ne sont pas les mêmes qu'on a ici. C'est incroyable. J'ai appris il n'y a pas longtemps, j'étais à table avec quelqu'un, une avocate qui me dit, on était en train de déjeuner, elle me dit, je me barde. Ah oui. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je me régale. Ouais. C'est fabuleux. Alors, ouais. Donc c'est quand même... Oui, ça suit pas toi, Sévenol, presque. Oui, mais je trouve ça miraculeux. Donc, vous voyez, après, faire la critique de la Méditerranée, c'est aussi célébrer cette capacité qu'elle a sans cesse de réinventer les langues, mais de les réinventer dans le temps. C'est les mots de la Méditerranée au 19e, comme les mots de la littérature, ne sont pas les mêmes aujourd'hui. D'ailleurs, je profite pour vous dire, je suis un grand nostalgique de la littérature du 19e siècle. Je me répète encore, mais quand je dis Barbey de Révilly, j'ai les larmes aux yeux. Quand je dis Léon Blois, j'ai un couteau entre les dents. Quand je dis Huysmans, j'ai du mal à m'endormir après. J'ai peur. Il est dangereux, Huysmans. Et tous ces grands talents sont les enfants de Victor Hugo. Le génie parmi les génies. Et vous savez à quoi on reconnaît un imbécile? C'est quelqu'un qui vous dit, mais Victor Hugo, c'est pour les lycéens. C'est impardonnable. Parce qu'un jour, quelqu'un me dit, moi, Victor Hugo, c'est immature, c'est pour les lycéens. Et là, j'ai compris que j'avais un crétin en face de moi. Ouais. Voilà. Après, dans mes passions littéraires, je l'ai déjà dit plusieurs fois en public, je conserve une passion littéraire. Ben, j'ai tout lu de lui, c'est de Coursault-Malaparte, qui est quand même un grand parmi les grands, et qui a été boudé autant par les Italiens que par les Français, parce qu'à une époque, il était agent de liaison journalistique à la Deuxième Guerre mondiale. Mais il a fini par atterrir en tôle. C'est Mussolini qui l'a mis au trou, quand même, hein, sur une île. Cette anxiété, j'ai l'impression qu'en fait, vous n'avez pas envie de vous en défaire. C'est probable. C'est probable, mais ce n'est pas une posture esthétique. Ça mériterait la psychanalyse, mais c'est vain. Je n'en souffre pas. Est-ce qu'elle ferait partie de votre créativité? Absolument. Absolument, puisque vous connaissez mes réalisations, hein, le MUSEM à Marseille, mais... Entre autres centaines d'autres créations architecturales. Régiocage à Aix-en-Provence, ou Chanel à Paris, ou le département des arts de l'islam au Louvre, et bien ainsi de suite, il y en a beaucoup. Des projets lourds à porter. Des projets très très lourds. Cette anxiété m'obligeait à vérifier, essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache dans la matière. Je ne crois pas un seul instant à l'inspiration. J'ai un mépris pour les auteurs d'inspiration. Je parle en architecture, hein, pas dans les arts plastiques. Je les laisse tranquilles, les plasticiens. Hein, et je n'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit. Mais en architecture, je suis autorisé de parler. Je suis désolé, je suis autorisé. Après tout, mon travail a été reconnu par de nombreux titres. J'en ai, comme un général de l'armée rouge, de Grand Prix national, de commandeur des arts et des lettres, d'académicien des technologies, j'en ai beaucoup. Et il ne faut pas être humble face à ça.
il faut reconnaître les mérites que la République nous octroie. Mais donc, puisque j'estime avoir qualité pour parler d'architecture, je dois dire que très vite, je trouvais que ce métier était un peu sot, avec un T. C'est-à-dire que tel qu'on l'a enseigné, c'était une catastrophe. Et encore aujourd'hui, c'est un désastre. On détruit les étudiants en architecture dès l'école d'architecture. Et assez curieusement, cette culture du pouvoir des pédagogues sur les étudiants en architecture fabrique chez les garçons des futurs soumis et chez les filles des architectes attentifs, révoltés. Et d'ailleurs, dans mon agence, j'ai des femmes, des jeunes femmes architectes brillantissimes, qui n'ont pas d'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'elles ont vu l'absurdité, elles l'ont touché du doigt, elles l'ont entendu, elles ont vu la faillite de la pédagogie, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus de maître et qu'il faut survivre seul. Et dans ce sens-là, une femme a beaucoup plus d'instinct de survie qu'un homme. Est-ce que vous diriez que les femmes sont plus insoumises que les hommes? D'abord, évidemment qu'elles sont beaucoup plus insoumises que les hommes, avec tout ce qu'elles ont pris comme tarte par les abrutis, encore aujourd'hui. Hein, une femme dans la rue, elle est emmerdée, il faut le dire. Non, surtout si elle est blanche et blonde, elle est encore plus emmerdée que les autres. Parce que les salauds sont nombreux. Et elles savent qu'il faut survivre beaucoup plus vite que les jeunes hommes, voilà. Mais bon, on va pas faire une émission là-dessus non plus. On n'est pas là dans un traité de sociologie, je suis inapte à traiter ça. Non, on n'est pas effectivement sur ce sujet-là, mais je vais quand même rebondir sur ce livre que j'ai en face de moi, puisqu'on est dans l'insoumission. Ce livre titré « Insoumission », que vous avez écrit et qui est paru il y a 2 mois environ. Pourquoi Insoumission? Alors d'abord, ce livre qui est édité chez Albin Michel, je suis très très heureux et fier, puisque Albin Michel est une maison d'édition intransigeante, hein, très très riche, très savante. Ils n'ont jamais édité d'architecte, déjà. À ma connaissance, après ce qu'ils m'ont dit. Ah oui. Donc je me sens honoré, privilégié d'être édité par Albin Michel. Il fallait que je sois à la hauteur. Et donc ce livre, puisque vous m'en parlez, d'abord c'est un livre qui est un peu différent des précédents édités chez Textuel, dans un langage un peu plus fluide. Alors chez Textuel, c'était « L'architecture est un sport de combat ». Et d'autres. Et d'autres. Ah oui, j'en ai fait plusieurs chez Textuel. J'en ai fait plusieurs qui se vendent très bien. Mais vous savez, j'ai la chance, puisque sollicité, j'ai la chance d'être l'architecte qui vend le plus de livres de langue française en France. Comment vous l'expliquez? La liberté des mots, la mise en danger de soi-même. Je ne suis pas un courtisan. Je suis un paranoïaque, tendre, mais paranoïaque tout de même. Je suis un psychopathe. Un paranoïaque droit. Voilà, un paranoïaque droit, un psychopathe prudent. Vous voyez, quand je mets les pieds dans l'eau, je regarde où je mets les pieds. Hein. Voilà. Mais il est temps de moins parler de cet aspect latéral de mon identité, parce que sinon ça va finir dans le pathos. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu défendre des positions autour de l'économie avec un grand E, de ceux qui travaillent. De ceux qui travaillent. Je crois qu'on se méprend beaucoup et montrer où étaient les perversités. Et très vite, après tout, vous savez, je suis architecte depuis 1980. Vous imaginez, donc ça fait 45 ans que je pratique ce métier en libéral. Et je n'ai jamais été salarié 1 heure de ma vie. Donc, ça permet de
ça permet d'avoir quelques droits à dire. Vous voyez, étant moi-même, je vous l'ai dit, je crois, j'étais un fils d'ouvrier, donc je dois rien à personne. Et donc, ce livre a pour objet de montrer les souffrances du monde du travail, mais de l'économie. Ça concerne autant les... À travers le prisme de l'architecture. À travers le prétexte de l'architecture, mais en réalité, ça touche aussi aux artisans, ça touche aussi aux ingénieurs, ça touche évidemment aux architectes, ça concerne aussi tous les acteurs de l'économie, quand même, des groupes qui défendent des centaines de milliers d'emplois. Donc, c'est un livre qui s'inscrit dans l'économie libérale du monde du travail, pour défendre les travailleurs, quel que soit leur niveau d'études, et notamment les défendre face à une adversité qu'il faut... Qui sont, on peut le dire aussi, qui sont les piliers de la société. Ils sont les piliers de la société, ils fabriquent des bénéfices en France, ils payent des impôts en France, il se crée des emplois en France, ces emplois permettent de faire vivre des familles, et je voulais quand même un peu rendre hommage à tous ces acteurs de l'économie, du bâtiment en particulier, enfin, et pour les encourager à prendre conscience de leurs valeurs. Voilà. Et donc, par voie de conséquence, évidemment, il y a quand même une victime. La victime, c'est la bureaucratie, dont tout le monde a peur, sauf que moi, j'ai peur de personne. Voilà. Et donc, j'ai dit ce que je pensais des méfaits de la bureaucratie. Vous n'avez jamais eu peur ou vous avez arrêté d'avoir eu peur ? J'ai arrêté d'avoir eu peur. J'ai arrêté parce que on perd du temps. Dans la peur, on perd du temps. Donc, ce livre a pour objet de donner du courage à ceux qui veulent encore combattre pour la dignité d'avoir un métier sans être protégés, comme on l'est dans un service public. Mais c'est très étonnant, c'est que même beaucoup de fonctionnaires de l'État lisent mon livre. C'est quand même incroyable. Et ils partagent mes analyses. Puisque j'ai découvert, en parlant depuis quand même, ça fait 45 ans que je fais ce métier, quand je parle avec des fonctionnaires ou des employés de collectivités territoriales, j'ai découvert la terreur qu'eux-mêmes vivaient à l'intérieur. L'objet du silence permanent. Et j'en suis arrivé à constater, par exemple, que davantage dans la hiérarchie des collectivités territoriales, davantage la montée dans le niveau de compétences et davantage les experts, ceux qui avaient un niveau d'études les plus élevé, avaient compris qu'il fallait se taire pour faire carrière. Et qu'il était imprudent de dénoncer et de dire. C'est incroyable. Et inversement, dans les collectivités territoriales les plus fragiles, les plus humbles, les gens s'expriment quand même un peu plus facilement, mais sont convoqués à l'échec parce qu'ils n'ont pas les expertises nécessaires. L'expertise juridique, l'expertise culturelle. Vous voyez, quand vous travaillez pour un village, les gens sont maladroits, mais ils sont sincères. Et quand vous travaillez pour des très grandes collectivités nationales, alors là, c'est silence de mort. La culture, par exemple, c'est le total effacement de l'intérêt du bien commun. C'est chacun pour soi. Je suis bien d'accord. Chacun pour soi. On ferme sa gueule, on tire les pompes, éventuellement on suce des bites pour être sûr d'être dans un confort politique. Et puis, petit à petit, la retraite arrive et on disparaît. Et j'ai l'âge pour dire que j'ai rencontré beaucoup de grands serviteurs de l'État, des gens de très haut niveau, des ingénieurs des ponts et des chaussées, des polytechniciens, ou des normaliens, etc. Et j'ai vu comment ces gens, petit à petit, dans leur carrière, il y avait un moment où ils avaient appris à se taire pour pas souffrir. Et puis après, ils partent à la retraite
avec une carrière bien remplie, mais ils partent à la retraite dans une certaine nostalgie. Et ils disparaissent. Et ils disparaissent immédiatement. C'est-à-dire qu'un grand fonctionnaire de l'État, un jour après avoir pris la retraite, il disparaît. Malgré sa contribution. Malgré sa contribution, il n'est plus... On l'oublie. Il est abandonné. Le téléphone ne sonne plus. Il n'a plus de chauffeur, il n'a plus de secrétaire, il n'a plus rien, il disparaît. Donc vous voyez, je porte ce regard autant sur les citoyens qui ne sont pas dans la fonction publique, qui souffrent de la violence, de la doxa des services publics, autant que ceux qui sont à l'intérieur et qui en souffrent également. Donc, ma qualité, dans ce livre-là, Soumission, c'est de parler de tout ça. Et d'ailleurs, le livre, il fait un tabac. Hein. Il est parti, là, ça y est, on ne va plus l'arrêter. Et là, je pense même qu'il va être peut-être traduit dans une autre langue. C'est la question que j'allais vous poser. Ouais. Il mériterait d'être traduit. Ouais, parce que là, on a proposé un autre livre sur commande qui serait traduit en anglais et édité aux États-Unis. Et l'éditeur me dit, mais les mots que vous utilisez, la liberté des mots que vous avez, c'est invraisemblable. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, on n'entend pas des mots comme ça. Pourtant, je n'ai pas l'impression de faire révolution. Hein. J'ai juste le sentiment de, tant que je suis encore un peu vivant, encore un peu debout, à 73 ans, de m'obliger à dire mes croyances philosophiques. Voilà, les voix libres sont de plus en plus rares. Ah ben les voix libres, elles sont rares parce que c'est dangereux d'être libre. Et puis là encore, on n'est pas rentré dans les plus grands moments de complexité, parce que la crise économique qui arrive, c'est très noir. Très très noir. Vous voyez, moi je regarde la bourse, ça peut vous choquer, mais le CAC 40, c'est des entreprises françaises avec des emplois français, dans le droit social français, dans le droit fiscal français, qui payent des impôts en France, etc. Et qui embauchent les meilleurs ingénieurs de nos meilleures écoles. D'accord ? Lesquels sont tous mariés avec des familles, des enfants, etc. Donc je regarde un peu et je vois bien que malgré le fait que ces entreprises nationales sont largement installées à l'étranger, je vois bien que la valeur boursière est en train de piquer du nez. Alors c'est pas la peine de dire oui, mais c'est le capitalisme. Non, c'est pas le capitalisme, c'est une réalité économique. On est en train de se casser la gueule. Et ceux qui vont en prendre le plus à bout portant, ce sont encore une fois les plus faibles, c'est-à-dire les artistes. Les artistes, virgule, les femmes, virgule, les jeunes sortis des écoles, virgule. Et puis... J'ajouterai les entrepreneurs. Oui, les entrepreneurs, mais bien sûr. Vous-même, vous avez une entreprise qui produit 0 bénéfice, puisque vous me l'avez dit, et ça fait longtemps que vous n'attendez plus que cette entreprise, la vôtre, où vous essayez de partager des paroles publiques, que vous avez renoncé à imaginer que vous puissiez avoir un quelconque bénéfice. Donc, c'est-à-dire même pas 1 euro, rien. Bon, oui, moi aujourd'hui, en plus vous venez avec 2 bonnes bouteilles de vin de Bourgogne, une rouge et une blanche, et donc déjà vous dépensez de l'argent, vous avez pris votre automobile pour venir me voir. Oui, mais là c'est juste du plaisir. Oui, et en échange, je suis quand même bien obligé de vous inviter à déjeuner. Rudy Ricciotti, c'est un nom qui est indissociable de Marseille, avec la création du MUSEM, notamment. Est-ce que ce projet du MUSEM, ça a été un virage dans votre carrière, entre guillemets, et bien sûr, carrière? Alors, d'abord, avec un manque de modestie incroyable, je dois vous dire que j'étais connu avant de faire le MUSEM. Parce que sinon, on ne m'aurait pas invité à ce concours international. Et on m'a invité au titre du local. C'était extraordinaire, un concours avec... anglais, américain, italien, suisse, je sais plus, enfin bref. J'avais l'impression que les gens me faisaient une charité d'être invité dans cette consultation internationale. Et là, on fait
le ministère de la Culture organise une réunion de tous les confrères, on était 5, de nationalités différentes. Il y avait aussi ici un excellent confrère parisien, Berger, je crois, oui. Et puis chacun se présente. Et puis moi j'ai la chance de pouvoir parler en dernier, et je dis Ricciotti, Bandol-sur-Mer, Rest of the World. Et là tout le monde rit. Celle de Londres, Zaha Hadid, le Hollandais de service de Rotterdam, etc. Tout le monde rit. Et au moment où il rit, je me dis, mais soyez prudents, parce que je n'ai qu'une balle dans le flingue et je vais vous la mettre dans le front, dans l'axe du nez. Donc j'avais cette violence intérieure, déjà, parce que j'avais quand même vécu depuis très longtemps ce racisme cognitif des Nords à l'égard des Suds. J'avais bien pris la mesure. J'avais fait plein d'autres projets publics, j'ai existé, j'avais déjà publié des livres, etc. Mais il n'y a rien à faire. Il y a toujours, encore aujourd'hui, ce sentiment que la présence de l'accent au sud est une marque, vous voyez, un peu comme une étoile gravée sur la peau. Donc, je l'ai fait, j'ai gagné. Voilà, point final. Parce que lorsque je fais ce projet, je suis sur le site du muséum, sur le terrain vague, et je regarde la mer, et là je me prends pour le moine, je crois que c'est une peinture de Gaspard Friedrich, il y a The Monk, le moine vu de dos qui regarde à la mer et qui médite. Et je me suis dit, que puis-je faire devant cette mer de fou entourée de cinglés? Et donc, je ne voulais absolument pas succomber à l'idée d'une gesticulation contemporaine, dite moderniste, signifiante d'un spectacle attendu. On était quand même tous avertis par de mort depuis un moment que la société du spectacle a pénétré tous les rouages de la culture, et même du politique, davantage que celle de l'économie, paradoxalement. Et donc, je me suis dit, et je vous dis quelque chose que peu savent, c'est que je me dis, je l'aime pas, cette Méditerranée, je ne lui fais pas confiance. Donc, je suis allé chercher au fond de l'eau ce qu'il y avait. Et le fond de l'eau, c'est pareil, c'est un fond rocheux, c'est pas du sable, hein, c'est un fond rocheux, comme souvent. Et j'ai découpé, dans mon élan imaginaire, j'ai découpé une tranche de sol rocheux. Il y a des bosses, il y a des creux, et quand je découpe une tranche de sol rocheux, ça fait cette résille. Et je me dis, je me la mettrai sur la figure, parce que je ne sais pas quoi dire. Évidemment, la prochaine ne s'arrête pas à cette résille que tout le monde célèbre, mais et c'est des structures porteuses derrière. Les efforts derrière sont beaucoup plus importants. Hein, les ouvrages, les structures post-contraintes, verticales, les passerelles, etc. La résille, c'est la part simple, bien que l'assemblage... C'est la part visible. Oui, c'est la part visible de l'iceberg, oui. Et donc, j'ai fait ce projet, évidemment, dans une culpabilité identitaire, parce que je voulais en découdre avec les anglo-saxons. Quand même. J'ai fait cette approche de type militarisé. Donc c'était une satisfaction. Non, attendez, d'abord pour moi c'était un combat. D'accord. C'était un combat identitaire. Je ne ferai pas œuvre de modernité pornographique. Je ne m'installerai pas du tout dans une posture conceptuelle verbieuse, Cyril. Vous savez, la tension entre les deux mots conceptuels est verbieuse en même temps, parce que c'est toujours l'art de paraître intelligent en se mouillant le moins possible. Je ne ferai pas un travail sur le minimalisme. Je ferai un travail sur ce qu'il y a de plus savant en France, c'est-à-dire les savoir-faire technologiques. Parce que dans le domaine de la minéralité, du béton,
nous sommes toujours les meilleurs au monde. Et malgré ce qu'on dit, l'empreinte environnementale du béton, surtout depuis une vingtaine d'années, est pratiquement meilleure que le bois, puisqu'on ne consomme pas tant d'éléments de transport, de sciage, de découpes, etc. Bon, mais ça, c'est pas le débat, hein. Le béton, on le trouve sur place. Et c'est sur place. Et surtout, c'est une chaîne de mémoire et d'emploi de proximité qui reconduit à nouveau et fabrique sans cesse de la cohésion sociale. Le béton, c'est la pierre aussi. Mais évidemment, c'est la pierre, bien sûr. Bien sûr, mais c'est pareil, c'est la même famille, vous savez. Regardez le Panthéon à Rome. La coupole du Panthéon, qui a plus de 2000 ans, c'est du béton. Avec des granulats lourds à la base de la naissance de la coupole. Et au dernier niveau, c'est des granulats volcaniques du Puzzolane. Et ils sont brisés, densifiés, au prorata des efforts qu'ils reçoivent. Et en même temps, ils assurent l'étanchéité. Donc c'est un matériau qui a de nombreux langages. Mécanique, imperméable, etc., etc. Donc moi, je suis issu de cette famille parce que je suis un fils de maçon. Et que je ne savais pas faire autre chose, mais le temps me donne raison. Parce que quand je vois maintenant que des ouvrages bois à Paris s'enflamment, vous avez vu, catastrophique, hein, c'est catastrophique. Et on ne sait pas si c'est acte de vandalisme, hein. Mais bon. On ne le saura probablement jamais. Non, mais... De notre vivant, en tout cas. C'est de la technologie, c'est aussi de la poésie. Ce n'est pas une volonté de fabriquer de la poésie, la poésie est une conséquence de la difficulté existentielle de la matière elle-même. Alors, vous parlez de poésie, d'architecture. Ce n'est pas une volonté. On ne fabrique pas de la poésie par volonté. C'est une conséquence. C'est bien le travail le plus acharné sur la physicalité de la matière qui produit de la poésie. Davantage l'effort à laquelle on soumet la pensée de la matière, et davantage la gratification arrive. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de gratification. Alors, l'effort, ce n'est pas faire souffrir la matière. Évidemment, c'est la faire travailler. Elle est là pour ça. Ça me fait penser à Eugène Freycinet. Freycinet, c'est l'inventeur, un des génies français de la fin du 19e, début 20e, qui est l'inventeur de la précontrainte. Et alors, il voyait, vous savez, une poutre en béton, il y a des aciers à l'intérieur. Et on pose des aciers, on coule du béton, et on laisse sécher, et puis après, on utilise la poutre. Et il se disait, ce grand ingénieur des ponts et des chaussées, qui était Eugène Freycinet, il se disait bien que là-dedans, il y en avait un des deux qui ne travaillait pas, qui restait planqué. Et c'était l'acier. Et là, il s'est dit, toi, l'acier, je vais te faire travailler un peu plus. Tu fais de mariole, mais tu en fous pas une dans la poutre en béton. Tu es un branleur. Et donc, il commence à étirer les barres d'acier, et après, il coule du béton. Là, d'un seul coup, la matière se mettait à raconter des performances qu'elle n'avait pas jusqu'alors. Et c'est Eugène Freycinet, c'est à lui qu'on doit l'avancée mondiale dans la connaissance de ces technologies à laquelle les Français ont contribué, évidemment. Mais ça continue maintenant avec des fibres, ça continue avec d'autres technologies. C'est savant, de plus en plus savant, avec une réduction de matière consommée, une extraordinaire réduction de l'empreinte carbone jusqu'à zéro. Mais on a un fabricant de ciment français, on n'en a plus qu'un, vrai français, qui produit un béton avec une empreinte carbone nulle. Bon, je ne dirai pas le nom, ni la technologie, parce que c'est pas l'objet de l'émission, mais on peut être très fier de ça. On est toujours énormément en avance, voilà. Quelle est votre réalisation, celle dont vous êtes le plus fier? Mes enfants. Ah, bravo. Ouais. Mes enfants. 3 enfants. Ouais, 3 enfants, parce que d'abord, ils sont nés
j'ai envie de dire, à l'hôpital, à la Ceinture-Mer, à Toulon. Ils ont été à l'école maternelle à Bandol, l'école primaire à Bandol, le collège à Bandol, le lycée à Toulon. Et je les ai traités avec l'affection normale d'un père, pas très disponible, toujours en train de travailler. Mais je ne veux pas faire je ne veux pas apitoyer l'auditeur, mais je me souviens de leur avoir dit, vous savez, vous êtes dans un village de 5000 habitants. Dès qu'ils étaient en âge d'écouter le père, ils avaient 12 ans chacun, je leur disais, vous êtes dans la difficulté. Parce que d'abord, vous avez l'accent du Midi. Vous êtes mort. Vous ne serez jamais reconnu pour votre talent. Et ouais, vous avez l'accent du Sud, c'est pas bon du tout, ça. Deuxièmement, vous êtes dans un village, dans un territoire qui apparemment raccourcit le champ des expertises et des rencontres avec les autres. Troisièmement, vous avez un nom qui finit par I, vous avez un nom italien, donc vous êtes mal barré. Puis, vous êtes en bord de mer, vous êtes fasciné par la mer. Elle est odieuse. Elle va vous asphyxier. Elle ne vous éclairera pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que les poètes ont écrit, les auteurs ont écrit les mirages de la Méditerranée comme étant une métaconscience universelle. La Méditerranée est universellement nocive. C'est presque une dimension universellement ou même universellement nocive. Parce que les messages, la pédagogie qu'elle envoie, sont davantage destructeurs que créatifs. Vous êtes vraiment mal barré, je ne peux rien pour vous. En plus, comme je gagnais bien ma vie, je suis un radin, je ne payerai jamais l'enseignement privé. Donc, vous irez à l'école maternelle au village, 5000 habitants, puis après l'école primaire au village, 5000 habitants, puis le collège du village, et après le lycée à Toulon. Et je ne paierai pas. Vous avez intérêt de vous démerder avec l'école publique. Parce que je suis un républicain, et que dans la famille Ricciotti, nous sommes tous issus de l'immigration. Et que personne ne vous fera de cadeau, vous allez vous démerder comme ça. À l'arrivée des courses, je n'ai pas à m'en plaindre, puisque la messagerie a été entendue. Mon fils aîné est ingénieur des ponts et des chaussées, ma fille est avocat de droit public, et le dernier, il est architecte. Il travaille avec vous ? Oui, mais là, il arrête, il va se lancer tout seul. Il a marre du père, il a appris le boulot, il est très très compétent. Il va s'émanciper. Oui, bah il faut. Même nom, c'est pas un cadeau, si encore il n'avait pas le même nom, mais bon. Mais il est très bon, très très bon. Je veux dire, à son âge, il n'avait pas les mêmes compétences. Enfin, ça fait longtemps qu'il traîne sur les chantiers, etc., et qu'il porte des projets de A à Z, tout seul. Moi, j'ai pas eu la chance de porter des projets aussi lourds à son âge, voilà. Mais il n'a plus besoin de moi, là, il est autonome complètement. Là, ici, on est dans un environnement, alors évidemment, cette magnifique demeure en béton, mais aussi entourée de végétation. C'est important pour vous, cette végétation ? Bah oui, parce que c'est un site calcaire. Il n'y a que 20 à 30 cm de terre au sol, et le reste, c'est de la roche calcaire. Donc, à part les pins, j'ai tout planté. Je me suis un peu ruiné en eau. Et il a plu, ça fait du bien, ça se sent, mais c'est très difficile de faire pousser quelque chose ici. Et pour en faire un havre végétal, j'ai appris à sélectionner les végétaux. Je sais maintenant ce qui pousse naturellement, et ce qui le fait pas. Donc, j'ai fait toutes les erreurs possibles, imaginables, sous les injonctions de paysagistes qui sont plus des commerçants que des je sais pas, enfin, bon, peu importe. Et j'ai appris, maintenant je sais ce qu'il faut faire, voilà. J'ai vu que vous travaillez sur un projet au Brésil. Oui. Avec un bâtiment entouré de lianes. Oui. C'est lié à cette
envie d'associer le végétal au béton, ou c'est juste un projet Non, à part d'abord, d'imaginer que c'est un écho au discours écologiste, c'est un peu minable. Pas du tout. Ce projet, vous l'avez en tête? C'est un immeuble couvert de lianes en béton. Ah, ok. Vous n'avez pas la photo? Non. Ouais. Faut que vous cherchiez sur Internet. D'accord. Vous allez voir Ricciotti, Sao Paulo, vous allez voir. Ok. Recouvert de lianes en béton. C'est-à-dire qu'on est allé prendre des lianes dans la forêt vierge. On a fait des moules, on a fait des contre-moules jusqu'à les reproduire, mais avec tous les détails des fibres de la liane. Alors évidemment, on a moulé, on s'est débrouillé avec un certain nombre de moules, et dans la manipulation des moules eux-mêmes, dans leur positionnement géométrique, haut, bas, gauche, droite, pour faire une combinatoire, de sorte qu'on a l'impression que le bâtiment est pris dans des lianes en béton. D'accord. C'est à Sao Paulo, un site qui s'appelle Matarazzo, où on est 3 architectes à être intervenus. Moi, j'ai fait ce bâtiment, Jean Nouvel a fait un bâtiment administratif, Philippe Stark a fait l'hôtel. Voilà. Mais c'est un projet qui a touché le cœur des habitants, des Brésiliens, c'est incroyable. Bon, c'était pas un cadeau à faire, hein. C'était dur, et le client a beaucoup de mérite d'avoir accepté ça. C'est un particulier, un Français un peu allumé, Alexandre Allard, un peu fou, hein, pour se lancer dans une aventure pareille. Mais il faut que vous alliez voir les photos, hein. Si vous tapez Sao Paulo, Ricciotti, voilà, rien qu'avec ça, vous allez trouver. Voilà. J'irai voir. L'idéal même serait d'aller voir sur place. Ouais, mais on voit bien les photos. C'est un peu loin, hein, Sao Paulo. Quelle est la réalisation dont vous rêveriez? Alors, sur des moments de délire un peu mystique, ça serait un lieu de culte. Quel que soit le culte. Je suis agnostique, chrétien. Un jour, je disais ça à un copain prêtre, il me dit, c'est pas très signifiant comme engagement. Je lui ai dit, avant j'étais athée. Et puis en vieillissant, plus on se rapproche de la borne finale, plus on modère un peu son athéisme, on se dégonfle un peu, et je deviens agnostique. Mais de là à devenir mystique, c'est pas demain la vieille, le lapsus. Je suis très loin d'être un mystique, mais j'aime bien dire que je suis un agnostique chrétien, parce que j'aime bien les valeurs du christianisme. Voilà. Je suis désolé, ça peut déplaire à vos auditeurs peut-être, mais je trouve que toute la philosophie des 20 siècles passés doit tellement à la descente du christianisme, et ce n'est pas un élan mystique qui appelle à constater ça, c'est juste toute la pensée, y compris la pensée romaine antique qui, elle-même, interrogée par la messagerie chrétienne, évolue, alors que ou la messagerie grecque. Donc évidemment, on peut délirer là-dessus, décliner des mots autour de ça. Mais après, je ne vais pas non plus en faire un pastis pendant des heures. Hein, voilà. Vous parlez de mysticisme. Vous avez posé votre front contre le Colisée à Rome pendant 45 minutes. Mais comment vous savez ça? Bon, c'est dans la presse. C'est dans la presse? Oui. C'est incroyable que ça, ça tient. Ça me rappelle, je sais pas moi, 20 ans en arrière, peut-être. C'est vrai, le soir, j'avais bien forcé sur la bouteille, hein, quand même. Et on pouvait s'approcher du Colisée il y a une vingtaine d'années, plus facilement que maintenant, et j'ai mis le front contre la pierre pendant 40 minutes au moins, hein, à essayer d'écouter la pierre. Jusqu'à imaginer que j'entendais i rumori, les bruits, les rumeurs du chantier. Et que je sentais le labeur qui était derrière. Et puis derrière ce labeur, évidemment, celle du spectacle.
Et je ne veux pas m'empresser de suite à faire l'éloge des gladiateurs. C'était pas du tout ça qui m'a marqué. C'était le labeur pour façonner ces pierres et les gens qui étaient dedans, le peuple qui était dedans. Je crois qu'au bout de 45 minutes, entre l'alcool que j'avais bu et la température de la pierre contre mon front, je crois même que j'ai dû lâcher quelques larmes, parce que je suis un petit garçon, voilà. Je suis une brute, ça je le sais depuis longtemps, mais une brute extrêmement fragile. Je ne dis pas sensible, ça serait trop prétentieux, mais fragile. Fragile intellectuellement. Je peux percevoir... Tout à l'heure, je parlais de Barbey d'Aurevilly. Je lisais Barbey d'Aurevilly à 5h du matin. L'éloge de l'amour chez Barbey d'Aurevilly, je me répète de le dire, mais je me suis vu effondrer en larmes. 5h du matin, en me disant pourquoi ne suis-je pas amoureux comme ça? Est-ce que je connaîtrai un jour l'amour que Barbey d'Aurevilly décrit? Voilà. Bon, c'est pas avec ça qu'on va fabriquer de l'audimat. Hein. Ah, qui sait? On peut pas fumer une clope. Bien sûr, on peut fumer une clope. Vous en avez vu d'autres? Moi, on peut continuer à parler en fumant, ça se voit pas. Non, du tout. Hein? Merci. Chers amis auditeurs, restez avec nous. On est bien là. On est la température est idéale. C'est très abstrait le son d'une cigarette qui sort du paquet de cigarettes. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ça se fait pas trop, mais on est sur Tokyo Radio, donc tout va bien. Puis on fume chez moi, non? En plein air. En plein air. Je suis ravi de cette conversation, Rudy. Parce qu'elle évoque beaucoup de choses chez moi, et puis j'espère aussi chez nos auditeurs et nos auditrices, qui représentent, je le dis à chaque fois, plus de 60% des écoutes de Tokyo Radio. Quel message adresseriez-vous aux femmes? D'abord, c'est très imprudent d'adresser un message aux femmes. Prenons le risque. Mais j'ai cependant une sensibilité féminine. Vous savez, je suis un dingue du maniérisme qui arrive juste à la fin du 18e, avant l'arrivée des premières filiations modernes qui naissent au 19e, avec le style Liberty, tout ça. Enfin bon, passons, on n'est pas dans un cours d'histoire de l'art, mais je me sens maniériste. Et pour moi, le maniérisme, c'est la forme la plus courageuse de l'expression et du récit. Pictural, littéraire, architectural. Bien qu'en architecture, des cas de maniérisme, il n'y en a pas beaucoup. Je pense finalement, avec beaucoup de vanité, être le seul défenseur de ce courant maniériste. Vous vous rendez compte? Et pour passer cette étape, il faut en faire de l'autocritique. Parce que dites-vous bien que les œuvres que vous censez admirer, le Mucem, Chanel, le Louvre, etc., enfin, le département des arts de l'islam, ont fait l'objet de critiques virulentes de la part de mes confrères. Parce qu'ils n'en comprenaient pas le fondement, le récit constructif. Il y a une part de secret dans le savoir-faire. Et puisque vous me parlez des femmes, si j'étais vulgaire, je dirais j'ai un côté féminin. J'ai un système de raisonnement féminin. Pour l'aptitude au combat. Vous entendez ce que je viens de vous dire? Pour l'aptitude au combat. Et je l'ai, mais alors, sans trop de culpabilité. Sans trop de culpabilité, voilà. Et pourquoi auriez-vous de la culpabilité? Vous savez, les architectes, ils veulent être virils. D'ailleurs, ça fait des néo-modernes tardifs abrutis. Hein. Attendez. La virilité, c'est dans l'amour qu'elle se sonde.
c'est pas en tant qu'architecte, pas d'être déconné quand même. Donc moi, j'explore ce qu'on appelle à tort la sensibilité, et j'ai plutôt envie de dire la somme névrotique des peurs, des anxiétés, des angoisses, et en ce sens, peut-être que j'ai cette chance d'avoir une dimension féminine. Voilà. Après, que dire de plus? Il ne faut pas tomber dans la démagogie. Non. Mais comme le chanteur qui disait « La femme est l'avenir du monde », comment il s'appelait? C'était pas... qui c'est qui avait fait cette chanson-là? Sardou? Non, pas Sardou. Non, je ne sais pas qui c'est. Enfin bon, que dire? Moi, je suis plus confiant dans le partenariat avec des femmes qu'avec des mecs. Parce que les mecs sont souvent des tortues. Ils sont pas nets. Les femmes, elles emportent. Hein. Et c'est plus radical. Sur le terrain de la décision, les femmes savent écouter. Les mecs ne savent pas écouter. Et les hommes, c'est souvent des pantins. Il y a un empressement à vouloir fabriquer du pouvoir qui anéantit la lisibilité qu'ils ont du réel, j'ai presque envie de dire du surréel. Dont les hommes sont tragiquement en difficulté existentielle. Mais ils ont creusé eux-mêmes cette difficulté existentielle. Voilà. Et que dire de plus? Voilà, j'ai dit l'essentiel. Mais je ne me prends pas pour une femme, hein. En tout cas pas encore. Je crois que ça devrait... Mes enfants, ingénieurs, architectes, avocats... C'est un peu tard. Hein. Oui, c'est un peu tard, oui, c'est un peu tard, oui. Mais oui, j'ai cosmogoniquement, pardonnez-moi d'utiliser ce mot, qui est prétentieux, plus de respect pour les dames que les messieurs. Ça, mais c'est mon côté militaresque, peut-être, aussi, ça. Alors, ce côté militaresque, il est très engagé, puisque vous êtes proche de la Légion. Mais oui. Je suis même colonel de réserve. Colonel de réserve. Je dois être le seul architecte en France qui est colonel de réserve citoyenne, voilà, avec des cheveux longs. Et là, je pars dans 15 jours, je repars encore une semaine au fin fond de la forêt vierge amazonienne, en Guyane française, avec des jeunes qui ont la trentaine, qui sont tous des armoires à glace, qui sont des phénomènes de résistance incroyables. Et moi, à 73 ans, je me trimbalais avec eux, avec les pirogues, à marcher, en treillis, avec les Rangers, en nage, avec... Lorsqu'on est sur les pirogues, la trouille de tomber à l'eau, parce que dans l'eau, il y a des anacondas de 7 mètres, il y a des crocodiles, il y a des... Et même quand vous allez sur les berges, il y a des serpents. Hein. C'est un terrain, oui, c'est la mort. C'est hostile. Ah, mais plus qu'hostile, c'est la mort qui est... La mort est omniprésente. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y a un camp où on dort dans la jungle, avec des hamacs. Et là, il y a un soldat qui me disait... Il n'y a pas longtemps, il y avait un jaguar qui nous regardait, il est resté une semaine à nous regarder. Là, tous les soirs, il arrivait et il nous regardait. Alors on est entouré de triples rangées de barbelés, le sol est nettoyé, il n'y a pas un brin d'herbe, parce qu'on peut pas... C'est la forêt vierge, au-delà des barbelés. Mais de dormir dans un hamac, en sachant qu'il y a le jaguar qui, dans la nuit, il reste des journées et des journées à attendre l'appât. Il se dit, il y a de la chair fraîche. On ne risque pas de quitter le camp, hein, je vous le dis. Pourquoi vous faites ça? D'abord parce que je suis patriote. J'aime mon pays, la France. Je ne bave pas sur ce pays qui nous a tout donné, la famille Ricciotti, l'éducation. On est issu d'une immigration extrêmement modeste, humble, d'ouvriers. Et parce que j'appartiens à ce corps d'armée qui s'appelle la Légion étrangère et qui est une école de la deuxième chance pour ces fils du peuple. Et je peux vous dire que ça marche. Ils sont très reconnaissants à la nation de leur avoir donné une nouvelle chance dans la vie, une éducation, un métier, parce qu'il y a des métiers dans l'armée, il faut savoir. Et
Et quand je les côtoie, quand je suis avec eux, je suis heureux. Parce que je vois, ils sont tous de nationalités différentes. Tous sur presque 150 nationalités. Et là, je rencontre des vrais Français. Ils me bouleversent. Ils apprennent le français à une vitesse incroyable. Vous savez qu'en 3 mois, un Péruvien ou des gens qui viennent des pays de l'Est, ou d'autres qui viennent du Tibet, on en a qui viennent des montagnes, du Népal, ils apprennent le français en 3 mois. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'intégration phénoménale. C'est exemplaire. C'est exemplaire. Et ils sont très reconnaissants à la France de leur avoir permis une seconde chance et d'avoir enfin une famille. Une famille. C'est assez incroyable. Quand je dis seconde chance, parce que ce sont souvent des gens dont le passé n'était pas heureux. Donc, ils viennent dans la Légion et on les accepte. Ils changent de nom pendant 5 ans. Ils réapprennent la vie en société. Ils réapprennent l'effort au travail. Ils réapprennent une langue qui est quand même une langue brillante, la langue française quand même, quand on voit l'usage du français au XVIIIe siècle. C'était une langue internationale, bien avant l'anglais, d'accord, avec l'espagnol. Donc, moi, je suis ravi d'être avec eux et j'apprends beaucoup d'eux. J'apprends beaucoup, notamment l'humilité, l'effacement de la vanité, la capacité de préciser la pensée et les mots, et surtout le silence et l'écoute. Quand on parle, quand nous sommes réunis entre nous, personne ne coupe la parole. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Si je commence à parler, les autres qui m'écoutent attendent que j'ai fini ma phrase. Et ainsi de suite. Et ça, c'est naturel. C'est un code social qui n'existe plus aujourd'hui dans le brouhaha de la culture où chacun coupe la parole à l'autre, où chacun pense avoir un point de vue autoritaire ou de qualité supérieure, alors qu'aujourd'hui on est surtout désarmé de toute expérience sociale, oui, ou même de tendresse humaine. Voilà, on réapprend. Moi, dans ce corps d'armée qui est la Légion étrangère, j'ai appris la tendresse avec les autres. Bon, vous allez dire qu'avec des garçons, puisque c'est quand même une arme de mecs, quoi. Ce sont pas des dandys, dedans, hein. C'est des durs, hein. C'est des sacrés durs, même. Mais des fois, je fais des entraînements avec eux. Je vais à Montlouis, à la frontière espagnole, je prends un chariot, je m'accroche à un chariot dans le vide et je dévale à fond la caisse et je m'éclate en bas dans le sable, 100 mètres plus bas. Bon, il faut que je fasse attention quand même. Mais moi, je me souviens un jour qu'on était dans la forêt vierge, puisque c'est la 4e année que je pars, là, au mois d'octobre, avec la Légion en Guyane. Et il y a un parcours de combattants. Et parcours de combattants, à un moment donné, il faut attraper des tiges en bois à 2,50 m, 2,30 m du sol, et puis se suspendre et avancer. Alors il faut imaginer, on est en Rangers, le treillis est plein d'eau, plein de boue, etc. J'ai pas la force pour faire ça. Mais bon, et là autour de moi, il y a trois soldats qui ont l'air distraits. Et puis au moment où je saute et j'attrape la première branche pour commencer à faire ce parcours suspendu dans le vide, à ce moment-là, une photo est prise. Il y a 3 soldats autour de moi, avec les mains en l'air, les bras tendus pour être prêts à me rattraper si je tombe. C'était extraordinaire. Cette solidarité, ils se disaient, le vieux, il est dingue, il va se ramasser. Ils étaient prêts à me récupérer, alors qu'ils n'avaient aucun moment montré, par pudeur vis-à-vis de moi, l'idée de prêter attention aux vieux, là. Ça, c'est incroyable. C'est une délicatesse, une pudeur. On ne voit plus ça aujourd'hui. On ne sent plus des solidarités affectives, électives et physiques en même temps. Et tout ça dans le silence.
avouer que c'est une chance de vivre des expériences comme ça. C'est clair, c'est clair. Je suis sur les réseaux sociaux une jeune femme qui s'appelle Sarah Chenu-Godefroy, qui est photographe et qui travaille avec l'armée, et notamment la Légion. Elle accompagne la Légion sur toutes ses activités. Et elle prend des photographies extraordinaires, et elle s'est fait accepter. Ah oui, j'ai vu, elle a fait des superbes photos. Elle fait des photos incroyables, elle est au cœur de l'action. Au cœur de l'action, mais soit à terre, en montagne, en hélicoptère. mais pas en zone de combat. En zone de combat, la Légion n'accepte pas de civils. Donc c'est dans les entraînements, dans les zones d'entraînement, dans les territoires où est la Légion. Oui. J'ai déjà vu les photos, et elle fait des photos superbes. Ouais. Merci beaucoup, Rudy, pour cet entretien sans filtre. C'est déjà fini. Ah bah oui, c'est fou, c'est 13h35, c'est incroyable. Ouais. Ah oui. Ah oui, ça fait de bonheur. On a bien discuté. Oui, mais écoutez, c'était un plaisir, et puis j'espère que les auditeurs ils prendront ce qu'ils voudront, ils retiendront ce qui les intéresse et écarteront le reste. Voilà. Merci. Merci, Rudy. Merci beaucoup. Merci à toi. Tokyo Radio.